N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. N'hésitez pas de laisser un pouce bleu juste en bas de la vidéo pour la liker. Et n'hésitez pas de la mettre à la portée du grand public en la partageant. Merci. Bonjour chers candidats, je réponds au nom de M. Moussa Moïse Condé, professeur de sciences physiques. J'aimerais bien vous expliquer ce matin la notion de... Je disais un projectile, définition théorique, un projectile en réalité, c'est un corps qui est lancé avec une vitesse donnée dans l'espace, bien sûr à travers une force donnée dans le but d'atteindre un objet dans l'espace. Donc souvent le corps est lancé avec une vitesse initiale V0. À la différence des chutes libres, le projectile est lancé avec une vitesse initiale qui a deux composantes, une composante sur l'axe des abscisses et une composante sur l'axe des ornées. Et le plan s'effectue souvent le mouvement s'effectue souvent dans un plan, c'est-à-dire un repère à deux dimensions, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc la vitesse initiale qui est là, qui a souvent deux composantes, c'est V0x et V0y. Donc ce mouvement est aussi très simple. Le travail pour un candidat, c'est de comprendre comment faire le schéma, ça compte beaucoup, parce que le projectile peut être lancé au sol, ça peut aussi être lancé à une altitude donnée. Lorsque le projectile est lancé au sol, sur le schéma que je vais moi étudier, le cas général, mettez-vous en tête que le corps peut être lancé à une altitude donnée. Ça peut être maintenant le cas des basketteurs, où souvent la balle est lancée à une altitude donnée par rapport au sol. Et même la cible qu'on veut atteindre par le projectile, cette cible peut être située aussi à une altitude donnée. Donc le cas général, c'est très simple. Un projectile dans son mouvement, il est soumis en général à deux forces dans le champ de pesanteur. Il y a d'abord ici le poids, qui est la force maîtresse qui agit sur le projectile, mais il y a éventuellement la résistance de l'air, qui est une force qu'on va supposer négligeable dans le cours. Dans le but de simplifier un peu le travail, on va négliger la résistance de l'air. Mais en réalité, cette résistance existe toujours. Donc quand le projectile est lancé avec sa vitesse initiale, dans son mouvement dans l'espace, souvent le corps est soumis à la résistance de l'air. Donc la résistance de l'air, c'est une force exactement de contact qui agit automatiquement sur le corps dans son mouvement dans l'espace. Cette résistance de l'air, RR, égale à quoi? Égale ici à K. C'est-à-dire K, c'est une constante qui dépend du profil du solide qui est en mouvement dans l'espace. Maintenant, fois la surface de la section plane, de la section droite du corps en mouvement dans l'espace, multiplié maintenant par la vélocité du corps élevé au carré, donc la vitesse du mobile élevée au carré. Mais souvent, cette résistance de l'air sera négligée dans ce cours. On va simplifier carrément, ce qui veut dire quoi? Dans ce mouvement de projectile qu'on voit en terminale, tous les résultats obtenus sont souvent très loin de la réalité, parce qu'on fait des approximations très grossières en négligeant la résistance de l'air. Donc souvent, le corps ici n'est soumis maintenant qu'à la seule action de son poids. Maintenant, pour revenir dans le cours, toujours comme je dis, j'ai insisté un peu sur la notion de schéma. Lorsque le corps est lancé au sol, donc le repère d'observation va automatiquement avec le sol. Alors je vais d'abord essayer de tracer le repère d'observation. Donc le point de lancement est là, ça c'est l'origine du repère O. Le corps est lancé à partir du point O, du sol. Donc lorsque le corps est lancé, le corps décrit dans le repère OIJ, il y a de l'axe des abscisses qui est souvent confondu à l'horizontale, autrement appelé en physique le sol. Maintenant vous avez ici l'axe des ordonnées qui indique l'altitude. Ça, c'est l'axe Y. Donc, quand le projectile est lancé, le corps est lancé avec une vitesse initiale V0. Mais la vitesse initiale a souvent deux composantes. Donc, vous avez ici l'orientation du vecteur vitesse initiale, V0. Donc, ça, c'est la vitesse initiale du projectile. Maintenant, quand le corps est lancé, le corps va décrire une trajectoire parabolique. Je reviendrai avec l'équation de la trajectoire. Donc, le corps décrit une trajectoire parabolique de telle sorte que la vitesse ici soit tangente à la trajectoire. Donc, ça va remonter. Et puis ça tombe en un point donné. Voilà. Donc quand le corps monte, ça fait l'ascension et puis ça redescend au sol. Donc vous avez ici le sol. Ça c'est le schéma où, c'est le cas où le corps est lancé au sol. Lorsque le projectile est lancé au sol, c'est le schéma là qu'il faut faire. Le point de lancement c'est O, au sol, confondu au sol. Et ça retombe encore au sol à partir d'un point que moi je vais noter ici par M. Donc la distance horizontale de O jusqu'à M, autrement appelée l'abscisse du point M, cette distance horizontale est appelée en physique la portée. Cette distance, donc le corps monte à partir du point O et ça finit par retomber au sol à partir du point M. Maintenant, comme c'est une trajectoire parabolique, on va évidemment montrer à travers l'équation de la trajectoire tout de suite. Donc, vous avez ici le sommet de la trajectoire que je vais noter ici par S. Maintenant, la distance séparant le sommet de la trajectoire au sol, cette distance qui n'est autre que l'altitude du point S, appelée deux fois Y de S, est souvent notée par H. Et dans le mouvement des projectiles, souvent cette distance est appelée la flèche de tir. Donc cette flèche encore de tir, on va essayer de voir comment l'évaluer. Donc au niveau du schéma, c'est pas fini, on fait les projections du vecteur vitesse sur l'axe des abscisses. Vous trouverez ici V0 X, orientation,
et vous faites encore sa projection sur l'axe des ordonnées, vous trouverez ici maintenant les 0 et 1. Donc l'angle directionnel formé entre l'axe des abscisses et la direction du vecteur vitesse, cet angle est appelé souvent en physique l'angle de tir, noté souvent par alpha. Donc l'angle de tir, c'est l'angle formé entre la direction du vecteur vitesse initial et l'axe des abscisses de le sol. Maintenant, cet angle-là peut également se déplacer et pour revenir là. Donc ça, c'est un peu le schéma d'un projectile lorsqu'il est lancé au sol. Maintenant, lorsqu'il n'est pas lancé au sol, c'est très simple. Lorsque le projectile n'est pas lancé au sol éventuellement, faites le schéma en tenant compte de l'attitude initiale, ce qui ne change pas beaucoup dans le sujet. Maintenant, les conditions vont parler. Donc, on fait un peu des hypothèses objectives pour revenir sur les équations horaires. Donc, je disais, tout simplement, le projectile dans son mouvement, il n'est maintenant soumis qu'à la seule action de son poids. Donc, la seule force qui agit sur lui, sur le poids. La résistance de l'air, qui est une force également fondamentale, est désormais négligée. Donc, on va essayer de retrouver maintenant ici les équations horaires. Après, on va revenir sur l'équation de la trajectoire. Après ça, on va essayer de revenir sur les paramètres qui accompagnent cette trajectoire, à savoir la portée du tir, la flèche de tir. Après, on va essayer d'évaluer les vitesses au sommet de la trajectoire, comment est-ce qu'on pose les conditions. On reviendra sur les angles de tir possibles à travers une même vitesse initiale. Quelles sont les possibilités pour atteindre une même cible donnée. On verra les deux angles de tir théoriquement. Éventuellement, après, on va parler un peu de la conservation de l'énergie mécanique. Et au final, on va parler de la parabole de sûreté pour finir ce cours. Donc, je fais un petit résumé. Alors, vous avez ici le projectile qui est lancé au point haut. Donc, je suppose que dans le schéma là, par exemple, le corps est lancé au sol. Et comme le corps est lancé au sol, l'attitude initiale devient nulle. Donc, ici, un y0 égale à 0. Et avec le mouvement des projectiles éventuellement, l'abscisse initiale aussi est toujours ici égale à 0. Donc, on n'a pas besoin de prendre ici initial. Maintenant, on va revenir sur les équations horaires. Donc, on va rechercher ici les équations horaires. Donc, pour trouver les équations horaires, vous passez par le théorème du centre d'inertie. Donc, l'application du théorème du centre d'inertie. Voilà. Ici, on a. Le théorème dit quoi? Que la somme des forces extérieures dans un référentiel galiléen agissant sur un corps en mouvement est égale au produit de la masse du corps multiplié par l'accélération de son centre d'inertie. Et comme j'ai dit, tout simplement, un projectile n'est soumis qu'à l'accélération de son poids si on néglige la résistance de l'air éventuellement. Donc ici, la somme de ces forces-là n'est seulement résumée qu'au vecteur poids. Donc vous direz tout simplement que le vecteur poids du projectile P égale ici à M fois A. Par conséquent, mg devient ici m fois a. Donc finalement, l'accélération d'un projectile est confondue à l'accélération de la pesanteur. C'est très important de le signaler, c'est que c'est une constante en fait. Pour un projectile donné, le référentiel associé c'est le référentiel terrestre. L'accélération du projectile est toujours confondue à l'accélération de la pesanteur, G qui est une constante. Et ce mouvement est indépendant, déjà comme vous remarquez, ce mouvement est indépendant de la masse. C'est qui est un peu un cas particulier dans les mouvements de force. Donc le mouvement d'un projectile est indépendant de sa masse. Donc la masse n'a pas d'influence sur le mouvement du projectile dans le champ de pesanteur. Maintenant, pour revenir tout simplement sur les équations horaires, c'était seulement quelque chose à signaler, une conséquence directe du TCI. Vous faites maintenant la projection. La projection. Donc, mais comme il y a deux projections, on dira alors les projections. On va faire la projection sur l'axe des abscisses. Et on fera aussi la projection sur l'axe des ordonnées. Alors déjà, comme vous remarquez, comme je disais, on n'a pas besoin de représenter à chaque moment le vecteur poids. C'est clair, le vecteur poids est dirigé vers le bas, perpendiculairement au sol. Donc je peux carrément schématiser à travers l'accélération de la pesanteur. Donc vous voyez ici G, donc ça indique carrément l'orientation du vecteur poids. Et le support du vecteur poids fait un angle droit avec le sol. Donc ça c'est pour vous dire que le poids est perpendiculaire ici à l'axe des abscisses. Lorsqu'on fait la projection, on va passer par les méthodes plus simples. On n'a pas besoin de passer par les primitives pour ne pas rendre un peu le travail un peu plus complexe. On passe par la méthode ici de projection directe, c'est-à-dire la méthode des produits scalaires, tout simplement. Alors, lorsqu'on fait la projection du poids, sur l'axe des abscisses, déjà, vous remarquez que le vecteur poids est perpendiculaire. Donc, sa projection donne ici un vecteur nul, parce que déjà, c'est perpendiculaire. Donc, le produit scalaire donne un angle droit, et en passant par le cos, on aura 0. Donc, le poids sur l'axe des abscisses devient nul. Donc, vous trouverez ici 0 égale ici. Donc, on va donc préciser. Sur l'axe des abscisses, on fait la projection. Donc le vecteur poids étant perpendiculaire, donc vous obtenez la base 0 égale ici à la masse fois AX. Alors quand vous tirez AX, parce que la masse est déjà différente de 0, lorsque vous tirez l'accélération, AX maintenant c'est égal à 0 divisé par M, ça fait 0.
Donc, sur l'axe des abscisses, l'accélération est nulle. Et comme l'accélération est nulle sur l'axe des abscisses qui est déjà une droite, donc on peut directement tirer la conclusion que le mouvement sur l'axe des abscisses est un mouvement rectiligne uniforme. Et comme c'est un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse ne varie pas. Donc, ce qui veut dire que la vitesse V, ici, est une constante. Donc, la vitesse sur l'axe des abscisses Vx qui est là, est confondue à la vitesse initiale V0x sur l'axe des abscisses. Et la vitesse initiale sur l'axe des abscisses V0x est un côté adjacent à l'angle alpha. Donc pour évaluer V0x, vous devez passer par le cosinus. Donc le cosinus va donner V0x maintenant divisé par V0. Et donc V0x en le tirant dans l'expression, ça va donner maintenant V0 fois cos de alpha. Donc la vitesse ici Vx égale ici à V0 fois le cosinus de l'angle alpha. Donc ça c'est la vitesse sur l'axe des abscisses. Maintenant, on va essayer de trouver maintenant l'équation horaire. Comme c'est un mouvement rectiligne uniforme, donc c'est très simple. X est égal ici maintenant à Vx fois le temps. Maintenant, vous remplacez maintenant Vx maintenant par son expression. Donc l'équation horaire, X d'un projectile c'est V0, le cos de l'angle alpha, multiplié maintenant par le temps. Ça c'est l'équation horaire sur l'axe des abscisses, que je vais garder comme l'équation numéro 1. Maintenant, on fait aussi la projection maintenant sur l'axe des ordonnées de façon analogue. C'est très simple. Vous regardez encore la direction du vecteur poids et l'axe des ordonnées. Éventuellement, sur les axes, il y a les vecteurs unitaires. Vous avez ici J et vous avez ici encore I, comme d'habitude. Maintenant, quand vous faites la projection sur l'axe des ordonnées, la direction du vecteur poids est parallèle. Mais le sens du vecteur poids est opposé au sens de l'axe. Donc, le vecteur poids, en faisant sa projection, ça vient avec le signe moins éventuellement. Ici. Ouais, le vecteur poids étant sur une droite parallèle à l'axe des ordonnées, mais le sens contraire. Lorsqu'on fait la projection du théorème du centre d'inertie, vous obtenez maintenant ici moins P. Moins P c'est égal ici à M fois AY. Alors comme moins P égale M fois AY, ce qui va dire quoi maintenant que AY alors c'est égal ici maintenant à moins G, tout simplement. Donc l'équation elle est un peu réduite. Donc l'accélération sur l'axe des ordonnées est confondue ici à quoi? Est l'opposé de l'accélération de la pesanteur. Comme cette accélération est constante au niveau du sol, donc sur l'axe des ordonnées, vous avez un mouvement rectiligne uniformément varié. Par conséquent, l'équation horaire devient y égale à 1 demi de AY fois T carré plus V0 Y fois T. Et comme je l'ai signalé au début, l'attitude initiale, pour le cas où le corps est lancé au sol, l'attitude initiale ici est égale à 0. Donc Y0, on n'a pas besoin de rajouter sur cette équation à ce niveau. Mais V0Y, toujours sur le schéma, c'est un côté opposé à l'angle alpha cette fois-ci. Donc V0Y c'est un peu V0 fois le sinus de l'angle alpha. Donc avec la condition que V0Y égale à V0 fois le sinus de l'angle alpha. Après maintenant vous remplacez par les expressions. En remplaçant AY par moins G et en remplaçant V0Y par son expression, vous trouverez maintenant l'équation horaire Y égale à moins 1 demi de G T carré plus maintenant V0 sinus de alpha, et tout maintenant multiplié par le temps. Ça, c'est l'équation horaire sur l'axe des ordonnées. Cette équation, je vais la noter par. On peut noter cette équation-là par l'équation numéro 2. Maintenant, après ces deux équations, c'est l'équation sur l'axe des abscisses et l'équation sur l'axe des ordonnées. Vous trouverez maintenant l'équation de la trajectoire. L'équation ici de la trajectoire. Maintenant, pour trouver l'équation de la trajectoire, c'est une équation qui est indépendante du temps. Donc, vous direz T. Vous devrez tirer T dans l'une des équations horaires et remplacer par son expression dans l'autre équation. Donc, parmi les deux équations horaires, il est plus facile de tirer T dans l'équation de X, car à ce niveau, X est une fonction affine. Par conséquent, on peut tirer facilement le temps T dans la première équation. Donc, dans la première équation, dans l'équation numéro 1, on tire ici T. Alors, lorsqu'on tire T dans l'équation numéro 1, T serait égal à X sur V0 cosinus maintenant de l'angle alpha. Après, maintenant, on substitue. Donc, on remplace la T par son expression dans la deuxième équation cette fois-ci. Donc, dans l'équation numéro 2 maintenant, pour résumer, ici, on aura. Alors, on remplace la T par son expression. L'équation devient quoi? Y serait égal à moins 1 demi de G. Maintenant, T étant élevé au carré, donc les paramètres là seront élevés au carré. Donc, on dira X au carré sur V0 carré, cos carré d'alpha, plus maintenant, là aussi, vous avez V0 sinus alpha, tout maintenant fois T. Et T égale à quoi? À X sur V0 cos de alpha. Finalement, on peut simplifier V0 et V0 à ce niveau. Et donc, le rapport du sinus sur le cosinus représente ici la tangente. Donc, l'équation de la trajectoire devient Y égale
moins 1 demi de G x carré sur V0 carré cos carré de alpha. Maintenant, plus maintenant x tangente de alpha. Ça, c'est l'équation de la trajectoire que je vais noter ici par l'équation numéro 3. Cependant, tu peux aussi trouver cette équation en fonction de la tangente de l'angle alpha. C'est aussi possible. Pour retrouver l'équation en fonction de la tangente alpha, c'est aussi très facile. Là, vous remplacez 1 sur cos carré de alpha, vous remplacez ça par son expression trigonométriquement. Dans la relation fondamentale de la trigonométrie, c'est conséquences directes. On a vu que lorsque vous avez 1 sur cos carré de l'angle alpha, ça c'est égal ici à 1 plus tangente carré de alpha. Donc on peut aussi remplacer 1 sur cos carré par son expression. Donc l'équation devient quoi? L'équation de la trajectoire devient y maintenant serait égal à quoi? Moins 1 demi de g x carré sur v0 carré facteur de 1 plus tangente carré d'alpha plus maintenant x tangente de alpha. Donc c'est aussi une forme qu'on peut de fois utiliser aussi. C'est pas exclu. Donc vous avez ici les équations ou bien l'équation de la trajectoire. Maintenant à cause du signe moins qui est là, le signe moins traduit quoi? Que le coefficient de cette parabole ici est négatif. Comme le coefficient est négatif, donc on a une parabole de concavité tournée vers le bas. C'est déjà la trajectoire qui est déjà signalée au début sur le schéma. Donc la trajectoire ici est incurvée mais vers le bas. Maintenant, ces équations, cette équation horaire et cette équation de la trajectoire et les deux autres équations horaires, on peut maintenant automatiquement continuer maintenant sur les paramètres qui accompagnent ici ce mouvement, à savoir la portée. Maintenant, pour trouver la portée du tir, qui représente quoi? L'abscisse du point M sur le schéma. Pour trouver la portée du tir, on pose des conditions. Lorsque le corps est lancé au point O, de O jusqu'à S, le corps est en train de monter, ça c'est l'ascension. Donc là-bas, l'altitude augmente. À partir du point S jusqu'au point M, le corps descend. Donc l'altitude maintenant diminue. Et arrivé au sol, l'altitude devient automatiquement égale à 0. Donc c'est des conditions qu'on doit poser, mais des conditions vraiment objectives. Donc vous direz soit au point M1, au point M ici, Y égale à 0. Et comme Y égale à 0 au point M, donc l'abscisse maintenant devient automatiquement l'abscisse du point M. Donc on pose la condition au point M ici, Y égale à 0. Et l'abscisse X devient X de M. Donc je viens à l'équation de la trajectoire, j'annule tout en remplaçant X maintenant par X de M. Donc lorsqu'on annule l'équation maintenant de la trajectoire qui est là, en remplaçant X par X de M, vous obtenez systématiquement l'équation de la trajectoire. Maintenant pour retrouver cette équation, vous revenez dans l'équation numéro 3. Dans 3, vous remplacez. Vous trouvez que 0 sera égal à moins 1 demi de G fois X de M carré sera V0 carré cos carré de alpha plus maintenant X de M par la tangente de l'angle alpha. Et là maintenant, de là vous tirez maintenant X de M. Alors lorsque vous tirez X de M, vous trouverez donc le terme là, on va déplacer. Donc on a une petite transposition, donc le signe là devient plus, avec maintenant dans ce sens là. Et maintenant vous tirez X de M. Alors quand vous tirez X de M, vous allez automatiquement simplifier en tirant X de M et en passant par les formules de duplication. Vous trouverez quoi que la portée du tir X de M serait égale à V0 carré de sinus de 2 alpha maintenant sur G. Ça c'est un peu l'expression de la portée X de M. Donc comme la portée, là, vous remarquez c'est une grandeur sinusoïdale. Et en physique ou bien en mathématiques, lorsque vous avez les grandeurs sinusoïdales, on peut les étudier et voir les représenter des fois. Vous obtenez des sinusoïdes. Et souvent les sinusoïdes ont des maximums et des minimums. Ont un maximum et un minimum. Donc on peut automatiquement trouver ici quoi? Le majorant. C'est que l'abscisse qui est là, ou bien la portée de tir qui est là, peut être majorée. Donc elle devient majorée ou bien elle devient maximale. C'est lorsque le sinus de 2 alpha ici est égal à 1. Donc ici portée maximale. Donc la condition à poser. Pour que la portée soit maximale, il faut que le sinus de 2 alpha soit égal à 1. Donc ici le sinus de 2 alpha doit être égal à 1. Et l'angle qui a pour sinus 1 c'est pi demi. Ce qui veut dire quoi que, alors 2 alpha égale ici à pi demi. Par conséquent, l'angle alpha recherché égale ici à pi quart. Donc la portée maximale c'est lorsque l'angle alpha égale à pi quart, c'est-à-dire 45 degrés. Donc lorsque l'angle est égal à 45 degrés, la portée devient maximale. Et comme la portée devient maximale, vous remplacez le sinus de 2 alpha maintenant par 1. Donc la formule de la portée maximale, xp max, cette fois-ci, égale à quoi? C'est V0 carré sur G. Ça, c'est la portée maximale qui est là. Donc, vous avez ici la portée maximale, donc c'est un peu ça. Maintenant, on revient maintenant sur la flèche. La flèche de tir.
Maintenant, pour trouver la flèche de tir, là, on s'impose des conditions. Alors, sur le schéma tout raisonne, on va faire un petit raisonnement sur le schéma. Lorsque le corps monte jusqu'au point S, le point S est le sommet de la trajectoire. Lorsque le projectile arrive au sommet de la trajectoire, la vitesse maintenant va s'orienter sur l'axe des abscisses. Donc, le vecteur de vitesse maintenant devient perpendiculaire. Sa direction devient perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Par conséquent, Vy égale à 0. Donc, c'est les conditions qui parlent. Donc, vous direz quoi? Au point S, la vitesse sur l'axe des ordonnées est égale à 0. Donc, la seule vitesse qui va rester maintenant, c'est la vitesse suivant l'axe des abscisses. N'oubliez pas toujours de liker la vidéo et de vulgariser parce que vraiment, le travail qu'on fait doit être vraiment partagé pour que le maximum de personnes, le maximum de candidats vraiment puissent ici s'orienter et travailler là-dessus. Donc, mettez ici un pouce bleu en bas juste de la vidéo si elle vous plaît. Et n'oubliez pas également de partager la vidéo si le contenu devient vraiment vous satisfait. Maintenant, vous avez ici maintenant Vy. Donc, la condition est posée. Lorsque nous sommes au sommet, la vitesse sur l'axe des ordonnées s'annule. Et lorsque la vitesse sur l'axe des ordonnées s'annule, en définissant les paramètres cinématiques, on avait rappelé que le vecteur vitesse sur l'axe des ordonnées, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Ce qui revient à dire quoi maintenant? Que la dérivée ici par rapport au temps de y ici doit être égale à 0. Donc on dérive y par rapport au temps et on l'annule. Lorsqu'on dérive y par rapport au temps, on l'annule, on trouvera le temps. Le temps là, c'est également le temps qu'il faut au projectile pour arriver au sommet de la trajectoire. Lorsque vous connaissez le temps qu'il faut au projectile pour arriver au sommet de la trajectoire, vous pourrez facilement retrouver quoi? Retrouver ici ce qu'on appelle ici la flèche de tir, facilement avec les méthodes les plus simples. Lorsque nous sommes au sommet de la trajectoire, Vy étant nul, par conséquent la dérivée d'y par rapport au temps égale à 0. Donc du coup, je vais dériver y. Donc ce qui revient à dire quoi? Que la dérivée par rapport au temps, y c'était moins 1 demi de l'équation horaire, c'est moins 1 demi de g t carré plus v0 sinus de alpha maintenant fois t égale à 0. Donc en dérivant cela, c'est très simple. La dérivée, comme on dérive par rapport au temps, donc dérivée de t au carré c'est égal à 2t. Donc le 2 en descendant, 2t vont se neutraliser. Ce qui va donner maintenant moins gt. Mais le temps là maintenant, c'est le temps qu'il faut pour arriver au sommet, donc c'est ts. Maintenant plus maintenant, en dérivant la dérivée de t c'est 1. Une fois v0 sinus alpha c'est v0 sinus 2 égale à 0. Ah, yambo. Maintenant, ici, vous tirez le temps. Donc, le temps qu'il faut, la durée qu'il faut pour d'arriver au sommet de la trajectoire, cette durée TS égale ici maintenant V0 sinus de alpha, maintenant sera G. Donc, des fois, dans les sujets, on peut vous demander facilement d'évaluer la durée qu'il faut pour un projectile d'atteindre le sommet de la trajectoire, cette durée, lorsque bien sûr le corps est lancé au sol. Maintenant, après ça, on va essayer maintenant de trouver la flèche. La flèche, je vous ai dit quoi au début? La flèche n'est autre que l'altitude du point S. Donc, c'est la distance séparant le point S avec le sol. Et comme l'altitude varie en fonction du temps, donc lorsque le temps la dévie en le temps TS, donc l'altitude aussi devient maintenant YDS. Par conséquent, vous substituez encore le temps par son expression. Donc ici, la flèche. Vous retrouvez la flèche maintenant en remplaçant dans l'équation numéro 2. Donc ici dans le 2. Partout à T maintenant, pour remplacer maintenant par TDS. Y maintenant devient YDS, autrement noté par H, la flèche. Ce serait égal ici à moins 1 demi. Et G, T maintenant élevé au carré, ça fait V0 carré, sinus carré de alpha sur G au carré. Maintenant plus maintenant que V0 sinus de alpha. Maintenant T aussi toujours est là. On prend aussi V0 sinus de alpha sur G. Maintenant ici, il y a V0 carré sinus carré. Là déjà le carré et le G peuvent se neutraliser. V0 carré sinus carré sur G. Donc lorsque le carré se présente, on peut maintenant factoriser maintenant par V0 carré sinus carré alpha sur G. Maintenant, en factorisant par, vous factorisez en fait l'expression par V0 carré sinus carré d'alpha sur J. C'est V0 fois V0, c'est V0 carré, sinus fois sinus, sinus carré, le tout cos sur J. Donc la flèche de tir serait égale à V0 carré sinus carré d'alpha sur J, facteur de moins 1 demi plus 1. Et donc finalement, ça va donner automatiquement 1 demi ici. Donc la flèche de tir serait égale à V0 carré sinus carré d'alpha sur 2J. Ça, c'est la formule de la flèche. Et comme c'est une grande sinusoïdale, elle peut aussi être maximale. Donc ici, flèche maximale. Flèche maximale.
La flèche maximale, c'est quand le sinus de alpha égale à 1. Et donc, c'est que du quoi que alpha est égal à pi demi. Donc, la flèche devient maximale, c'est quand l'angle alpha égale à pi demi. Alors, souvent, ces armes de tir sont des tirs très dangereux parce que là, vous tirez perpendiculairement, c'est le cas des projectiles, des mouvements de chute libre. Vous tirez perpendiculairement. Si c'est le cas, par exemple, d'un projectile, souvent, ce sont des tirs hyper dangereux parce que vous tirez perpendiculairement. Le bus risque de retomber encore sur votre tête. Donc, ça, on l'obtient souvent, c'est lorsque l'angle ici égale à pi demi. Lorsque l'angle égale à pi demi, maintenant, vous revenez maintenant dans l'équation, dans la formule de la flèche, pour trouver la flèche maximale. Donc, le sinus carré est remplacé par 1. Donc, la flèche maximale, Haas max, c'est égal maintenant à V0 carré sur 2G. Ça, c'est la formule de la flèche maximale. Donc, il y a une petite relation entre la flèche maximale et la portée maximale qui est là. La flèche maximale est là, et puis vous avez ici la portée maximale. Pour retrouver la relation entre les deux, pour retrouver la portée maximale, il s'agit seulement de multiplier la flèche maximale par 2. Donc, quand vous multipliez la flèche maximale par 2, 2 fois Haas max, donc 2 et 2 vont se neutraliser par V0 carré sur G, ce qui est égal ici maintenant à la portée maximale. Donc, la portée maximale égale à 2 fois la flèche maximale. Ok, après avoir retrouvé la flèche et la portée maximale, on va essayer de parler maintenant de la conservation de l'énergie mécanique. C'est une loi qui sera beaucoup utilisée dans les mouvements de projectiles. Pour démontrer la conservation de l'énergie mécanique, c'est très facile. Vous pourrez passer 2 points, vous pourrez prendre deux points de la trajectoire et vous passez par le tech. Alors, en appliquant le tech entre 2 points de la trajectoire et en la même configuration, c'est-à-dire soit la montée ou soit la descente, vous trouverez aisément le théorème ici de conservation de cette énergie mécanique. On peut facilement vous demander théoriquement. Alors, pour démontrer que l'énergie mécanique se conserve, c'est très simple. Donc, la conservation de l'énergie mécanique. Pour démontrer la conservation, je vais essayer de reproduire un nouveau schéma, une ébauche, X, de ici Y. Voilà, Y ici, je prends ici une simple configuration de la trajectoire. Voilà. Je mets ici un point A, d'altitude ici, Y de A, et un point B, cette fois-ci d'altitude maintenant Y de B. Maintenant, comme les deux points sont sur la trajectoire, on passe par la loi de conservation, donc le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. L'application du théorème ici, théorème de l'énergie cinétique entre les positions A et B. L'application du théorème de l'énergie cinétique maintenant entre le point A et le point B nous dit tout simplement que la variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux, toutes les forces extérieures qui agissent sur le corps en mouvement. Et on a dit déjà que c'est une seule force qui agit, le poids. Donc le point d'arrivée c'est le point B, le point de départ c'est le point A pour nous. Donc on dira que c'est l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique ici au point A égale le travail du poids. Mais comme c'est une ascension de A vers B, c'est la montée, le travail du poids devient un travail résistant. Donc ce qui fait ici moins mg. Maintenant, on fait la différence des deux altitudes parce que les deux ne sont pas au même niveau par rapport au sol. Donc c'est y maintenant de B, ici moins y maintenant de A. Par conséquent, l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A égale. En développant, on aura ici moins mgy. Mais on sait que quand on multiplie le poids par une altitude, on obtient l'énergie potentielle de pesanteur. Donc vous trouvez ici maintenant moins mgh de B, moins mgy de B, ça c'est énergie potentielle au point B. Donc ce serait ici moins l'énergie potentielle au point B, moins fois moins plus, moins m, maintenant plus mgy de A aussi, c'est l'énergie potentielle au point A et B. Arrivé là maintenant, on essaie de regrouper les éléments en B, les indices B, donc E, C, B, énergie potentielle en deux régions. Donc la somme de ces deux énergies me donne l'énergie mécanique au point B. L'énergie mécanique au point B est donc égale à l'énergie mécanique au point A. Donc, lorsque encore effectue ce mouvement dans un champ de pesanteur, tout en négligeant l'effet des autres forces, si le corps est soumis qu'à l'accélération de son poids, l'énergie mécanique se conserve toujours. Donc on peut vous demander, montrer que l'énergie mécanique se conserve. Vous montrez seulement que la somme des deux formes d'énergie cinétique et potentielle au point, en deux points quelconques ici reste ici là, la même. Donc l'énergie mécanique au point A, pour le cas là, égale à l'énergie mécanique au point B. Donc cette énergie ici se conserve. Donc c'est un peu le théorème de conservation de l'énergie mécanique que moi j'aime souvent utiliser dans mes exercices pour évaluer ici les vitesses.
car nos techs des fois créent des difficultés lorsque le corps monte et que le corps descend en même temps. Souvent le tech va créer un peu de difficulté des fois, mais vous habitez à utiliser le théorème de conservation de cette énergie en mécanique est aussi plus facile. Donc après ça maintenant, pour finir le cours des projectiles, on va enchaîner. Alors lorsque le corps est lancé avec une vitesse initiale V0, avec un projectile de fois, il est possible d'atteindre une même cible, mais en tirant avec cette même vitesse de deux manières. Et on va parler un peu de tir tendu et de tir en cloche pour atteindre ici la même cible. Alors pour trouver ici qu'il y a deux angles de tir possibles pour atteindre ici une même cible, on peut automatiquement passer, il y a deux méthodes, on peut passer par l'équation de la trajectoire, mais vous pouvez aussi revenir sur l'équation de la portée pour retrouver ici ces deux angles de tir possibles. Donc comme je vous ai dit souvent, on peut trouver ces angles de tir à travers la portée. Je vais carrément me référer à cette portée pour retrouver ces angles théoriquement, littéralement. Et on peut aussi également utiliser ici l'équation de la trajectoire pour revenir sur ces choses. Alors quand on trouve, si on demande de rechercher les angles de tir, donc pour retrouver ici les angles ici de tir, les angles ici de tir possibles, pour atteindre ici une même cible, c'est facile. Pour retrouver ces angles de tir là, vous passez ici par l'équation de la portée. Ça veut dire que la portée de tir est égale ici à V0 carré, sinus de 2 alpha sur G. Arrivé là, je vais maintenant tirer le sinus de 2 alpha. Vous devez trouver les angles possibles maintenant. Lorsque vous tirez le sinus de 2 alpha, donc le sinus de 2 alpha, c'est égal ici à quoi? À G, x de m, divisé maintenant par V0 carré. Maintenant, souvent le quotient là, lorsque le quotient là, bien sûr, je l'ai souvent évalué, je l'ai souvent remarqué que le quotient est toujours inférieur à 1. Donc le quotient qui est là, je vais poser que c'est une valeur A par exemple. Donc je pose que le quotient G, x de m sur V0 carré, égale ici par un nombre réel A. Alors je peux remplacer maintenant ce rapport là maintenant par A, ce qui va faire que le sinus maintenant de 2 alpha égale ici à A. Maintenant A aussi n'est autre que le sinus d'un autre angle. Déjà comme c'est inférieur à 1, donc c'est égal au sinus d'un angle ici θ. Alors lorsque le sinus de 2 alpha égale au sinus de θ, deux angles au même sinus, c'est quand les deux angles sont égaux ou bien lorsque les deux angles sont supplémentaires. C'est là arrivé à dire quoi? C'est les équations trigonométriques en 12e année. Donc 2 alpha égale ici à θ ou bien 2 alpha égale ici à pi moins θ. Arrivé là, vous trouvez ici le premier angle alpha 1. Donc divisé par alpha 1 égale ici maintenant θ sur 2. Maintenant vous tirez maintenant alpha 2. En tirant maintenant alpha 2 ici, vous allez voir c'est pi demi moins θ sur 2. Mais θ sur 2 n'est autre que alpha 1. Donc alpha 2 maintenant c'est pi demi. Ici maintenant moins l'angle maintenant alpha 1. Donc c'est les angles de tir possibles pour atteindre une même cible. Et donc le schéma souvent c'est comme ça. Je vais toujours ici x, ici y ici. Donc souvent le tir tendu est un tir très rapide pour atteindre la cible. Souvent l'angle est souvent un peu inférieur à 20 degrés de fois. Donc vous avez ici le tir tendu, c'est un peu comme ça tombe ici au point M. Donc vous avez toujours la vitesse initiale V0. Voilà. Voilà. Donc vous avez ici l'angle, je suppose que ça c'est l'angle alpha 1. Mais là pour le tir en cloche, ça monte, puis ça tombe sur la cible. Donc avec encore ici la même vitesse initiale, V0 bien sûr. Donc ici vous avez ici le tir tendu. Ça c'est le tir tendu. Et là vous avez ici le tir en cloche. Donc c'est un peu ça. Le tir tendu permet souvent d'atteindre la cible plus rapidement. Et le tir en cloche souvent permet d'atteindre ici le centre de la cible. Donc souvent c'est très lent, mais ça permet d'atteindre le centre de la cible. C'est-à-dire que le tir tendu qui est très instantané, ici va directement sur la cible. Quoi. Donc ça fait le temps ici est tellement réduit pour le tir tendu par rapport au tir en cloche. Donc c'est un peu ça. Donc je dis pour finir un peu le cours sur les projectiles, je vais maintenant parler un peu de la parabole de sûreté. La parabole de sûreté en physique, c'est une courbure, c'est une parabole qui divise carrément le plan de tir en deux. Il y a un premier plan où tous les points se trouvant dans ce plan-là peuvent être atteints par le tir. Il y a un second plan où les points ne peuvent pas être atteints ici par le tir. Maintenant, pour démontrer, pour retrouver l'équation de cette parabole qu'on appelle la parabole de sûreté, on pose un peu la condition. Donc, on reviendra sur l'équation de la trajectoire. On a dit que lorsque le corps est lancé au sol, l'équation de la trajectoire est y égale, on va revenir un peu, c'était moins 1 demi de g sur de gx carré sur v0 carré, facteur de 1 plus tangente carré d'alpha, parce qu'on a x
tangente de alpha. C'est un peu l'équation de la trajectoire. Maintenant, connaissant l'équation de cette trajectoire, on va essayer de montrer maintenant que l'ensemble des points pouvant être atteints par le projectile là sont des points dont les coordonnées vérifient l'équation de cette droite. Donc, l'ensemble des points pouvant être ici atteints, les points pouvant être atteints par le tir ici vérifie. Donc si je note pendant l'ensemble de ces points qui peuvent être atteints par le tir par P, l'ensemble des points P, donc leur équation deviendra tout simplement c'est Y à l'ordre de P, égale ici maintenant moins 1 demi, alors ici de G fois X de P au carré sur V0 carré, facteur de 1 plus tangente carré d'alpha, plus maintenant X de P, maintenant voilà tangente maintenant de alpha. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, cette équation qui est là maintenant, on va essayer de résoudre. Donc, je vais automatiquement transposer Y de P. Donc, je vais ramener Y de P. Alors, en ramenant Y de P, on aura une équation du second degré. C'est-à-dire, on ramène Y de P. Ou bien, voilà, on va ramener Y de P ici. En ramenant Y de P ici, vous trouverez maintenant une équation du second degré en tangente de alpha. Donc, je vais ramener Y de P. J'aurai l'équation de la forme. Maintenant, moins 1 demi. Je vais carrément développer ici. Kini ça comment? Je vais transposer Y de P. Donc je disais on déplace Y de P et on développe directement. On a une équation de la forme ici à moins 1 demi de Gx carré. Moins 1 demi de G X de P carré sur V0 carré. Maintenant fois la tangente carré d'alpha. Je prends encore la partie là, plus X tangente d'alpha. Maintenant, je développe encore avec le 1. Maintenant, ici, moins 1 demi de G, X de P carré, sur V0 carré. Voilà. Et maintenant, l'autre là, en revenant, ça fait maintenant moins Y de P égale maintenant ici à 0. Donc, vous avez ici une équation du second degré. Maintenant, si vous le voulez, maintenant passer par delta, le discriminant delta. Donc, le discriminant delta égale à B au carré. Mais B maintenant, comme c'est une équation de la forme en fonction de la tangente d'alpha, ce sera maintenant X de P au carré. Maintenant, moins 4 fois A. Maintenant, A, c'est tout ça. Donc, je mets ici carré, on est la parenthèse, c'est moins 1 demi de G, X de P carré, sur V0 carré. Maintenant, fois C. C encore. On peut mettre le 6 moins un facteur au niveau de C ici. En mettant un 6 moins un facteur, le moins là viendra changer le moins. On met ici maintenant plus maintenant. On va donner ici maintenant 1 demi de G, X de P au carré, sur V0 carré. Maintenant ici, plus maintenant Y maintenant de P. Arrivé à ce niveau, après toutes les transformations d'écriture, et après on va poser la condition, comme les points P doivent être atteints par le projectile là, donc delta doit être supérieur ou égal à 0. Donc après toute transformation nécessaire, vous trouverez au fait que lorsque delta est supérieur à égal à 0, donc si delta ici est supérieur ou égal à 0, là il va dire quoi que ZP maintenant sera inférieur ou égal à moins XP carré sur G fois G maintenant sur 2V0 carré plus maintenant V0 carré maintenant sur la DG. Donc c'est l'équation là que vous voulez obtenir. Donc tous les points dont l'altitude Y, excusez-moi, tous les points dont l'altitude ici, dont les altitudes vérifient cette équation sont forcément atteints par le projectile. Donc, alors, la parabole d'équation ayant pour équation ici Y égale moins X carré G sur 2 fois V0 carré plus maintenant V0 carré sur 2G. Cette parabole là va automatiquement séparer ici la région de l'espace en deux zones. Une zone pouvant être atteinte dont les altitudes sont inférieures à cette équation et l'autre zone, c'est l'ensemble des points ne pouvant pas être atteints par le projectile. Donc, ainsi font secours. Donc, l'équation qui est là, c'est l'équation de la parabole appelée parabole de sûreté. À la fin de ce cours, éventuellement, je tiens à remercier tous les professeurs qui ont consacré leurs efforts pour ma formation bien éventuellement. Je n'oublie pas aussi tous les grands professeurs de sciences de mon pays
Et c'est un honneur pour moi de partager cette vidéo. Je pense que vos critiques et vos suggestions permettront de m'améliorer de plus, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications et éventuellement partager la vidéo pour avoir le maximum de vues. C'est aussi mon soin fondamental. Puis je tiens à encourager tous les candidats conscients que le bac se prépare dès maintenant là. Ne perdez pas assez de temps à la maison. Essayez de recommencer à démontrer toutes les lois qu'on vous donne en classe. Ne perdez pas tout le temps et je vous souhaite une très grande chance au bac. Et je souhaite aussi un grand effort à tout un chacun. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.